Comment est-ce qu'un missile russe finit par détruire une usine américaine à Kiev, quelques jours à peine après que Donald Trump ait promis, devant les caméras, de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre elle-même? Le 8 juillet 2026, à Ankara, en marge du sommet de l'OTAN, Donald Trump est assis à côté de Volodymyr Zelensky. Et il lâche cette phrase, mot pour mot: on va vous donner une licence pour fabriquer des Patriots, c'est plutôt cool, non? Zelensky répond oui. Trump enchaîne, presque fier de lui. Comme ça, il ne pourra plus dire qu'on ne lui donne pas assez. Je lui ai dit, fabriquez-les vous-même. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fuite anonyme. C'est le président des États-Unis, en public, qui engage sa parole. 3 semaines plus tard, une usine de drones à Kiev est rayée de la carte par un missile balistique russe. Cette usine appartenait à une entreprise américaine enregistrée dans le Delaware du nom de Terminal Autonomy. C'est la toute première fois depuis le début de l'invasion que la Russie frappe directement une entreprise américaine sur le sol ukrainien. Et au même moment, ce même Donald Trump qui promettait c'est plutôt cool, non explique désormais au Financial Times qu'il n'a pas décidé s'il va vraiment donner cette licence. Ce n'est pas juste une histoire de missiles interceptés ou pas. C'est un test grandeur nature de la parole présidentielle américaine et l'Ukraine est en train d'en payer le prix pendant que ce test se déroule. 2 questions vont nous suivre pendant toute cette vidéo. D'abord, pourquoi Trump a-t-il choisi précisément ce moment-là pour reculer à quelques semaines de l'hiver, alors que Zelensky répète que sans ces intercepteurs, ce sera un hiver noir? Et ensuite, pourquoi l'OTAN, quand un missile russe s'est posé sur son propre territoire, en Pologne, a choisi de ne rien déclencher du tout, ni consultation, ni défense mutuelle? On va remonter les fils de la promesse d'Ankara jusqu'à l'usine détruite à Kiev, jusqu'au cratère en Pologne, et je vous promets une récompense tout de suite. D'après les propres mots de Zelensky à Axios, l'Ukraine a besoin d'environ 300 intercepteurs Patriot avant l'hiver, et Trump, on va le voir, a eu ce chiffre entre les mains avant de reculer quand même. Ce n'est pas juste une histoire de missiles américains qu'on donne ou qu'on ne donne pas à un allié, c'est un problème de méthode. Trump a un mode de fonctionnement documenté depuis des années, il attire, il engage publiquement, il laisse le camp s'exposer, communiquer, planifier autour de sa promesse, puis il retire le tapis au moment exact où ça compte le plus. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est ce schéma en train de se dérouler en temps réel, avec des dates, des citations exactes et une conséquence militaire concrète sur le terrain, pas une hypothèse. Alors revenons sur ce qui s'est passé après Ankara, parce que la partie qu'on montre le moins, c'est à quel point Zelensky a pris cette promesse au sérieux. Le 13 juillet 2026, 5 jours après le sommet, Zelensky écrit publiquement « Trump et moi avons conclu un accord important sur les licences pour produire des systèmes Patriot ». Nos équipes travaillent maintenant à la mise en œuvre de cet accord politique véritablement historique. On a travaillé pour ça pendant très longtemps. C'est pas une interprétation optimiste d'une vague promesse. C'est un chef d'État qui annonce un accord conclu, en citant Trump lui-même comme partenaire de cet accord. Et ça s'arrête pas là. Zelensky rencontre ensuite directement les dirigeants de Lockheed Martin, l'entreprise qui fabrique les Patriots, mais aussi les Attack-MS, les HIMARS et le FSIS. Zelensky écrit, après cette rencontre, qu'ils ont discuté d'un développement encore plus poussé de notre coopération, de production conjointe et d'échange de technologies. Vous voyez la mécanique. Ce n'est plus une déclaration de sommet qu'on pourrait balayer d'un revers de main. C'est une entreprise de défense américaine qui s'assoit à la table, qui engage du temps, des ingénieurs, des discussions techniques, sur la base d'une licence que le président des États-Unis a promise en personne. Et voilà où ça devient intéressant. Fin juillet, dans un entretien téléphonique avec le Financial Times, Trump change complètement de discours. Il dit ne pas être sûr de vouloir accorder cette licence. Il ajoute, on regarde ça. Vous savez, c'est une arme vraiment extraordinaire. Et il faut être un peu prudent sur qui on l'autorise à produire. En fait, on ne donne pas vraiment de licence. Relisez cette dernière phrase. On ne donne pas vraiment de licence. C'est le même homme qui, 3 semaines plus tôt, disait à la Turquie entière et aux caméras du monde entier, on va vous donner une licence. Le 31 juillet, la CNBC confirme la même ligne. Washington n'a pas accepté d'accorder les licences de missiles Patriot à l'Ukraine.
Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste de la prudence présidentielle normale, le genre d'hésitation logique avant une décision technique complexe, sauf que ça ne tient pas, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais d'abord, il faut être honnête sur l'argument le plus solide de l'autre côté, parce que balayer ça d'un revers de main serait malhonnête. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que transférer la capacité de produire soi-même un système d'interception de missiles balistiques n'est pas un cadeau anodin. Un Patriot, ce n'est pas un fusil ou même un char. C'est une technologie de guidage et de radar extrêmement sensible que les États-Unis protègent depuis des décennies, y compris vis à vis d'alliés proches. Un président américain qui prend 2 minutes de plus avant de signer un transfert de ce niveau, sur le principe, ce n'est pas déraisonnable. C'est même en théorie exactement le genre de prudence qu'on attendrait d'un chef d'État responsable en matière de sécurité nationale. Sauf que cet argument s'effondre dès qu'on le confronte au calendrier réel. Cette prudence, si elle existait vraiment, aurait dû s'exprimer avant Ankara, pas après. Trump n'a pas dit « on étudie la question le 8 juillet ». Il a dit « on va vous donner une licence en direct à côté de Zelensky, devant les caméras du monde entier ». Il n'a émis aucune réserve, aucune condition, aucun. Il faut qu'on regarde les aspects techniques. Il a laissé Zelensky l'annoncer publiquement 5 jours plus tard comme un accord conclu. Il a laissé une entreprise de défense américaine s'engager dans des discussions concrètes de coproduction. La prudence sur une technologie sensible, ça s'exprime avant l'annonce publique. Ici, elle n'apparaît qu'après, une fois que Zelensky s'est exposé politiquement et que Lockheed Martin a investi du temps, ce n'est plus de la prudence. C'est un retournement chronométré au moment précis où l'autre camp ne peut plus reculer facilement. Ce sentiment que vous aviez en entendant Trump dire « c'est plutôt cool, non à Ankara », qu'il y avait quelque chose d'un peu trop facile là, dedans, ce sentiment avait de bonnes raisons d'exister. Il y a une raison à ce genre de retournement, et elle est presque toujours la même chez Trump. Mais cette raison-là, elle est encore plus profonde qu'un simple changement d'avis. Regardez bien ça. C'est pas la première fois qu'on documente exactement ce schéma. Engager publiquement, laisser l'autre camp construire ses plans autour de la promesse, puis se rétracter au moment où reculer coûte le plus cher à l'autre partie. C'est un schéma répété, pas un accident isolé. Et juste après cette interview au Financial Times, Trump est interrogé à la Maison-Blanche sur sa rencontre récente avec Zelensky. Sa réponse : « Je veux juste qu'il arrête la guerre. C'est vraiment ce que je veux voir. » Puis, il ajoute qu'il s'entend bien avec les deux, Poutine et Zelensky, dans la même phrase, comme si les deux occupaient une position symétrique. Il n'y a pourtant rien de symétrique entre le pays qui a envahi et le pays qui se défend. C'est précisément ce glissement de langage, cette façon d'égaliser l'agresseur et l'attaqué dans la même respiration, qui a toujours précédé les moments où Trump lâche un allié. On l'avait déjà signalé avant même que le Financial Times ne publie son entretien. Premier moment marquant de cette histoire. Chaque fois que Trump promet quelque chose en public avec un grand sourire, c'est précisément le moment où il prépare déjà la sortie. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui se joue au même moment sur le terrain, parce que pendant que Trump discute avec le Financial Times de prudence technologique, la guerre, elle, n'attend pas les décisions de Washington. Le 24 juillet 2026, un raid aérien russe frappe Kiev. Une des cibles touchées est l'usine de Terminal Autonomy, une entreprise américaine enregistrée dans le Delaware en 2023, spécialisée dans les drones de précision à longue portée, conçus pour résister au brouillage électronique russe. L'usine est détruite. C'est, d'après plusieurs médias spécialisés qui suivent le dossier, la toute première fois que la Russie frappe directement une entreprise américaine sur le sol ukrainien depuis février 2022. Un ancien haut responsable du renseignement américain, cité dans la couverture de cette frappe, résume la logique russe sans détour. Les Russes ne se souciaient pas de savoir à qui appartient une usine. C'est une cible, point final. 5 jours plus tard, le 29 juillet, la Russie lance une frappe massive sur Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, avec des dizaines de blessés. Au même moment, 1 ou 2 missiles russes traversent la frontière et atterrissent en territoire polonais, membre de l'OTAN, près du village de Tarnawa-Kolonia, à environ 150 km de Lviv. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères identifie l'engin comme un missile de croisière KH, un 01 russe. L'impact creuse un cratère de 10 mètres de large.
Selon un haut responsable militaire de l'OTAN cité par CNN, des chasseurs étaient à quelques secondes de l'abattre avant d'évaluer qu'il allait s'écraser tout seul. Vous voyez le fil qui se tisse? Une entreprise américaine détruite à Kiev, un missile russe qui atterrit sur le territoire d'un pays membre de l'OTAN, et pourtant aucune invocation de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, celui qui prévoit une simple consultation entre alliés, encore moins de l'article 5, celui de la défense mutuelle. Le même responsable militaire précise que l'article 4 a été invoqué 3 fois depuis le début de l'invasion en 2022. Là, rien. Silence institutionnel complet. Le Premier ministre polonais Donald Tusk minimise l'incident, expliquant qu'il s'agissait probablement d'un missile égaré que la Pologne avait envisagé de l'abattre, mais a laissé faire une fois établi qu'il ne menaçait pas d'infrastructures critiques. Mais Tusk dit autre chose de bien plus révélateur le lendemain matin, après avoir parlé à Zelensky, qui se trouvait justement à Lublin avant que le missile n'y tombe. Tusk déclare « Il est assez clair pour moi que les 100 prochains jours pourraient décider de l'issue de la guerre. En ce moment, je dirais que les chances sont de 50-50. » Beaucoup dépend des décisions prises par le président des États-Unis, un chef de gouvernement de l'OTAN, membre de l'Alliance, qui admet publiquement que le sort de la guerre repose à 50-50 sur le bon vouloir d'un seul homme à Washington. Ce n'est pas un détail diplomatique. C'est un aveu de dépendance totale. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que il faut relier ces deux frappes, celle sur l'usine américaine et celle sur le territoire polonais, à ce que Zelensky confiait au journaliste Barak Ravid d'Axios, ce même 29 juillet. Zelensky explique qu'il a demandé à Trump un paquet d'urgence pour l'hiver et qu'il a besoin d'au moins 300 intercepteurs Patriot avant l'arrivée du froid. Il précise que la Russie utilise entre 30 et 40 missiles balistiques à chaque frappe majeure et qu'elle mène entre 3 et 5 frappes de ce type chaque mois. Faites le calcul à l'oreille, sur un seul mois de frappe à ce rythme, ça représente facilement plus d'une centaine de missiles balistiques russes visant les infrastructures ukrainiennes. Sans intercepteurs suffisants, une bonne partie de ces missiles passent. D'après ce que rapporte Ravid, Trump aurait promis à Zelensky qu'il essaierait d'aider, tout en précisant que c'était compliqué à cause du besoin d'intercepteurs pour la guerre avec l'Iran. Autrement dit, au moment même où Zelensky pose sur la table le chiffre précis dont l'Ukraine a besoin pour éviter, selon ses propres mots, un hiver noir, Trump répond par une esquive conditionnée à d'autres priorités militaires américaines. Ce n'est pas un refus déclaré, c'est un refus habillé en report. Vous avez remarqué comme ce genre de détail, une usine américaine rasée, un missile russe sur le sol de l'OTAN sans aucune réaction institutionnelle, disparaît presque toujours avant d'arriver au gros titre des grandes chaînes conservatrices américaines. Ce n'est pas un oubli éditorial, c'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Il faut aussi replacer tout ça dans son contexte structurel. Ce problème de dépendance à un seul homme, Trump lui-même l'a construit en centralisant les décisions d'aide militaire, en évitant les engagements formels du Congrès, en préférant les annonces spectaculaires en sommet aux accords écrits et contraignants. Une promesse verbale à Ankara, filmée, applaudie, mais jamais couchée sur un document contraignant, c'est exactement le format qui permet ce genre de reculade sans conséquences légales. Et à qui profite ce genre de flou entretenu au sommet de l'État américain? Le Kremlin savait, avant même de tirer, que Zelensky se trouvait à Lublin ce jour-là. 2 missiles atterrissent en territoire polonais, sans visée de cible précise, juste assez pour activer les sirènes, faire décoller les chasseurs de l'OTAN et observer la réaction de l'Alliance. Résultat, aucune consultation formelle, même pas l'article 4, le plus léger des mécanismes prévus par le traité. Poutine vient d'obtenir gratuitement la confirmation que même une frappe sur le territoire d'un pays membre de l'OTAN n'entraîne aucune réponse collective automatique tant que Washington ne bouge pas. C'est pas Zelensky qui a raté un test dans cette histoire, c'est l'Alliance Atlantique tout entière et Moscou connaissait la réponse avant même d'appuyer sur le bouton. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête une seconde, parce qu'elle change complètement la lecture des semaines qui viennent. Si une frappe directe sur le sol de l'OTAN ne déclenche rien, alors la seule variable qui compte encore pour la sécurité de l'Ukraine et de ses voisins, c'est la disposition personnelle d'un président américain qui vient tout juste de dire au Financial Times qu'il n'est pas sûr de tenir une promesse qu'il a faite en public 3 semaines plus tôt. Ce n'est plus une question d'aide militaire au sens classique,
C'est une question de savoir si la parole donnée par les États-Unis a encore une quelconque valeur contractuelle pour qui que ce soit en Europe de l'Est. Pendant ce temps, l'Ukraine ne reste pas les bras croisés à attendre la décision de Washington. Des drones ukrainiens à très longue portée ont frappé ces derniers jours plusieurs centres logistiques Wildberries en Russie, l'équivalent russe d'Amazon, que Kiev accuse d'être aussi utilisé pour la logistique militaire de Moscou, jusqu'à 1200 km du front. Ça montre une Ukraine capable de projeter la douleur profondément à l'intérieur du territoire russe, indépendamment de ce que Washington décide de livrer. Mais ça reste une capacité offensive, pas une défense contre les missiles balistiques qui tombent sur les villes ukrainiennes chaque semaine. Les deux dossiers ne se remplacent pas. D'ailleurs, quand Zelensky a été interrogé sur Fox News, une chaîne proche de Trump, pour savoir si l'Ukraine était en train de gagner, sa réponse mérite d'être citée telle qu'elle. Pas en train de perdre. Il précise, gagner, c'est ne pas perdre notre pays et notre indépendance. De ce point de vue, on gagne. Mais sur le terrain, l'important, c'est que l'initiative ne soit pas entre les mains de la Russie, même dans le meilleur des cas qu'il ose décrire publiquement. Il ne parle jamais de victoire, seulement de ne pas s'effondrer. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et Trump, lui, avait déjà vendu la licence Patriot à Ankara avant même de l'avoir vraiment décidé. En restant sur les résumés de 30 secondes qu'on trouve sur les réseaux, ce fil entier, la promesse d'Ankara, l'usine détruite, le missile en Pologne, l'absence de réaction de l'OTAN, vous échappe complètement. Parce que chaque épisode est traité séparément, comme un fait divers isolé, jamais comme la même trajectoire. Revenons à la question du départ. Comment une usine américaine finit-elle détruite à Kiev quelques jours après une promesse présidentielle filmée en direct ? La réponse maintenant est bien plus large que ce qu'on imaginait au début de cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier isolé. C'est la conséquence directe d'un système où une promesse orale non contraignante peut être retirée à tout moment sans le moindre coût politique pour celui qui l'a faite, pendant que les gens qui comptaient dessus, eux, continuent d'encaisser des missiles chaque semaine. Ce n'est pas un accident diplomatique isolé, c'est une méthode documentée maintenant sur plusieurs dossiers de la même manière. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement ce reculement précis sur les patriots. C'est ce que ça révèle sur la valeur réelle de tout engagement américain pris pendant cette présidence, envers n'importe quel allié, sur n'importe quel dossier. Et rien ne dit que ça s'arrête là, parce que l'hiver approche, que le stock d'intercepteurs ukrainiens continue de s'épuiser, et que Moscou vient de recevoir la preuve que frapper le territoire de l'OTAN directement ne coûte pour l'instant absolument rien. Et pendant que cette question reste sans réponse à Washington, ce sont les habitants de Lviv, de Kiev et des villes ukrainiennes qui absorbent le coût réel de cette hésitation présidentielle, pendant que les porte-paroles de la Maison-Blanche continuent, eux, de répéter que tout est à l'étude. Si vous voulez qu'on continue à suivre ce dossier ensemble, parce que ce n'est clairement pas terminé, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître.